Madame la ministre, le moment est venu pour nous de nous adresser à vous. Je le ferai au nom de l'ensemble des personnes que nous accompagnons au quotidien, que nous représentons, que nous défendons à l'APF. Ce moment où notre association prend un nouveau souffle coïncide avec le renouvellement de notre paysage politique. Un nouveau président, un nouveau gouvernement, de nouveaux députés. Nous connaissons votre engagement, Madame la ministre, en matière de handicap, ce qui n'est pas, j'en conviens, pour vous faciliter la tâche, car nous serons d'autant plus exigeants. Le 7 juin dernier, vous avez présenté une communication au Conseil des ministres qui était intitulée « Handicap, une priorité du quinquennat ». Nous y avons été très sensibles et je me permettrai de m'y référer pour évoquer un certain nombre de points qui restent toutefois soit précisés, soit ajoutés. Ce que je vais dire est un peu facile pour que cette priorité du quinquennat ait l'envergure que nous appelons de nos vœux. Car vous le savez, nos attentes restent nombreuses, aussi nombreuses que les difficultés rencontrées au quotidien par les personnes en situation de handicap et leurs proches. 12 millions de personnes sont touchées par handicap en France. Elles en ont plus qu'assez d'être considérées comme des citoyens de seconde zone. Inaccessibilité, précarité, surcoûts liés à la perte d'autonomie, chômage, autant d'obstacles dans leur vie quotidienne sur le chemin d'une pleine participation à la vie de la société, comme le montre notre enquête Élections 2017 et handicap que nous avons réalisée avec l'IFOP en mars. Autant d'enjeux que nous avons repris dans notre programme, qui s'appelle 2017-2022, comme c'est bizarre. Changeons de cap pour une société inclusive et solidaire. Et dont nous attendons, Madame la Ministre, cher Étienne, qu'il soit pris en compte au cours du prochain quinquennat. Je commencerai par un de nos combats phares. Le maire, M. Meyer, a rappelé toute l'importance de l'accessibilité. Pour nous, accéder, c'est exister. Ça n'est pas qu'un slogan. Laissez-moi citer le témoignage d'Alejandro, 30 ans. Pour mes études, l'accessibilité a conditionné mes choix. J'ai dû renoncer à la filière informatique, pour cause de lieux d'études inaccessibles. Imaginez, ce jeune homme a 30 ans. Il n'aurait jamais dû connaître une France inaccessible. La première loi date en effet de 1975. Il n'était même pas encore né. L'échéance de 2015 n'a pas été respectée. La potion des ADAPT a ensuite été très amère pour nous tous. D'autant plus qu'aujourd'hui, nous enregistrons déjà de trop nombreuses demandes de dérogation et de trop nombreux retards, alors que la fin de la première séquence des ATAP pour les ERP de 5e catégorie, c'est-à-dire ceux qui nous sont les plus proches, les commerçants, les médecins, est attendue tout de même pour septembre 2018. Il nous reste 1 an. Mais je l'affirme ici, nous ne dérogerons pas à ce combat essentiel. Essentiel pour nous, mais aussi pour l'ensemble des Français. Dans votre communication, Madame la Ministre, le 7 juin, vous mentionnez la nécessité de réaffirmer l'objectif d'accessibilité de la loi du 11 février 2005 et d'identifier les trajets accessibles et les logements adaptés. Nous en prenons acte, mais qu'en est-il des établissements qui reçoivent du public, des transports, des logements qui ne sont pas encore accessibles ? Au-delà de la réaffirmation des principes que nous saluons, quels moyens seront mobilisés ? Nous attendons bien plus. Nous attendons une réelle stratégie, un portage de ce dossier au plus haut niveau de l'État, et ce, dès le début du quinquennat. Dans cette optique, nous demandons la création d'un fonds public pour financer les travaux. Autre sujet majeur, les ressources. Aujourd'hui, plus d'1 million de personnes en situation de handicap vivent en dessous du seuil de pauvreté, dont je rappelle qu'il est aux alentours de 1 000 €. Près de 80% des personnes que nous avons interrogées avec l'IFOP
disent s'en sortir très difficilement avec les ressources de leur foyer. Aujourd'hui, handicap ou maladie invalidante, plus précarité, c'est une véritable double peine. Je me permets de citer Marie, qui vit dans le Var, qui n'a pas le droit à la hache parce que son mari est d'un revenu trop important. Qu'est-ce qu'elle dit ? Je suis dépendante de mon conjoint. Je me sens diminuée. Je me sens inutile. Si je veux quelque chose, il faut que je tende la main. David, 39 ans, nous dit que sa seule folie, c'est un abonnement au cinéma de 20 € par mois. Et il nous dit aussi, vous savez, comme c'est stressant de se sentir couler financièrement. Est-ce ainsi que nous devons vivre, ou plutôt survivre, dans ce qui est tout de même la 6e économie mondiale ? Emmanuel Macron, alors candidat, s'est engagé, et vous avez repris cet engagement dans votre déclaration dans votre communication du 7 juin, s'est engagé à augmenter l'AH, l'allocation adulte handicapé, de 100 € par mois, faut-il le préciser. Aujourd'hui, nous attendons que cette augmentation prenne effet dès le début du quinquennat, dans la loi de finances pour 2018, mais aussi, au-delà, que soit engagée la création d'un revenu individuel d'existence pour les personnes en situation de handicap qui ne peuvent pas ou plus travailler. Un revenu indépendant des ressources du conjoint, au moins égal au seuil de pauvreté, maintenant des droits connexes et des compléments. Notre objectif, que je souhaite, Madame la Ministre, Étienne, que vous fassiez également le vôtre, 0 personne en situation de handicap sous le seuil de pauvreté. À ce point de mon intervention, je souhaite également faire un focus sur l'accès aux soins. Enjeu fondamental. Ceux qui, l'année dernière, étaient à Clermont-Ferrand se souviendront que notre Assemblée générale, l'année dernière, avait pointé ce sujet comme fondamental. Car aujourd'hui, le constat est alarmant. Ce sont ceux qui ont le plus besoin de soins qui ont le moins accès. Les lieux de soins sont inaccessibles. Le matériel est inadapté. Je rappelle toujours que certaines formes de cancer, il y a une prévalence 2 fois supérieure parce que les équipements ne permettent pas de faire des dépistages et de la prévention. Personnel non formé, reste à charge indécent en matière de dépenses de santé. La santé est un droit fondamental. Il est plus que temps de le faire respecter. Surcoût et reste à charge insoutenable au sens financier du terme se retrouve aussi dans le domaine de la compensation du handicap. Et je me dois de souligner ici, Madame la Ministre, que l'absence de ce thème dans votre communication du Conseil des ministres du 7 juin, en dehors de l'habitat inclusif qui lui est mentionné, mais enfin qui est un peu loin du thème central de la compensation, l'absence de toute référence à la compensation nous inquiète tout particulièrement. Quelques exemples rapides, parce que le temps tourne vite, de vie quotidienne pour vous donner un aperçu des difficultés. Je vous citerai Ricardo. Tous ces exemples sont réels, je m'empresse de vous le dire. On ne les a pas inventés pour la beauté de mon discours. Il a un fauteuil qui a 10 ans, qui est très usé. Voilà, celui qui lui convient, et il vaut 7 300 €. Il a remboursé 2 000. Je vous laisse faire le calcul, il lui reste 5 000 à financer lui-même. Comme c'est un jeune homme, par rapport à moi, il en est venu à créer une cagnotte sur Internet. Mais en même temps, il nous dit, ce n'est pas faire la manche, mais c'est quand même un peu ça. Je pense aussi à Sarah, qui, bien avant mon discours et avec plus de talent, a interpellé le président de la République avec une pétition qui aujourd'hui a recueilli 212 000 signatures. Cette jeune femme de 31 ans a besoin pour ses actes essentiels, c'est quelqu'un qui est très lourdement handicapé, qui a besoin d'une assistance respiratoire.
Elle avait jusqu'à maintenant droit à 8 heures d'aide humaine par jour lors du renouvellement de sa prestation. Je ne vise évidemment personne en disant ça. Elle est passée à 2 heures et 22 minutes par jour. Elle dit qu'elle est redevenue une enfant à la charge de ses parents. Oui, je crois que c'est quand même honteux. Ces témoignages ne cessent de se multiplier. 3/4 des personnes en situation de handicap estiment que la couverture de leurs besoins de compensation, les aides techniques et aides humaines essentiellement, ne s'est pas améliorée, voire s'est détériorée ces dernières années. Face à ces situations, il y a urgence. Si l'APF est engagée sur la réponse accompagnée pour tous et l'habitat inclusif, ces 2 dimensions ne sauraient suffire à répondre aux enjeux de la compensation. Nous attendons donc, dès les semaines qui viennent, le respect des engagements qui ont été pris par le précédent Premier ministre, Manuel Valls, le 2 décembre. C'était chez toi, Michel, c'était à Nancy. Élargissement du périmètre de la prestation de compensation à l'aide à la parentalité. Suppression de la barrière d'âge à 75 ans. Nous savons que ces mesures budgétairement sont soutenables. Elles ont été arrêtées par le gouvernement précédent. Nous attendons qu'elles soient mises en œuvre aujourd'hui. Plus largement, nous demandons l'ouverture d'un chantier pour créer un risque autonomie, afin de financer l'intégralité des aides à l'autonomie, quelle que soit l'origine de la situation de handicap et quel que soit l'âge. Aides humaines, aides techniques, aménagement du logement et du véhicule, soutien aux aidants. Une question enfin. Le rapport sur la compensation qui a été élaboré après pratiquement 1 an de travail sera-t-il enfin rendu public ? En ce qui concerne l'éducation, je serai bref, mais tout à fait clair. Le déploiement annoncé d'emplois pérennes d'AESH, les accompagnants d'élèves en situation de handicap, est une bonne chose, mais c'est insuffisant. Madame la ministre, vous avez annoncé un chantier de rénovation de l'accompagnement pour apporter des réponses aux ruptures de parcours. Mais qu'en est-il de l'accessibilité des bâtiments scolaires ? Lorsqu'on parque les élèves au rez-de-chaussée, parce que les travaux ne permettent pas d'accéder, et lorsqu'on entend parfois, et je m'excuse de citer ça, mais ça m'est resté en travers de la gorge, qu'il est très difficile de demander à un professeur de descendre d'un étage pour donner son cours. Ce chantier comprendra-t-il la formation initiale, puis continue des enseignants et des professionnels de l'éducation ? Parce qu'une école inclusive, c'est une école qui s'adapte au rythme et aux besoins spécifiques de chaque enfant, et pas l'inverse. Dernier thème que je souhaite aborder, non des moindres, l'emploi, pour les 3 rares personnes qui sont concernées par le sujet. En cassant d'emblée cette idée reçue, non, la situation de handicap ne signifie pas l'incompétence. Pourtant, en 2016, le chômage touchait près de 500 000 personnes handicapées, 65% entre décembre 2011 et décembre 2016. 65%. Près de 90% des personnes en situation de handicap qui ont une activité professionnelle nous disent au quotidien que leur handicap constitue un frein considérable pour trouver un emploi. Être femme dans un quartier et en situation de handicap, c'est la totale, comme tu dis. Si le marché du travail est de plus en plus sélectif, voire excluant, les difficultés de financement liées aux ponctions répétées sur les fonds privés et fonctions publiques ont encore aggravé la situation. Nous dénonçons ces pratiques qui sont inadmissibles et qui privent les personnes en situation de handicap de moyens, alors même que les besoins s'accroissent aujourd'hui. Nous avons relevé la volonté ministérielle de mobilisation pour l'emploi effectif des personnes. À l'APF, nous sommes très fortement mobilisés pour l'emploi, et ce, de multiples façons. Je pense notamment à l'emploi accompagné, mais malheureusement, l'emploi accompagné n'est pas la seule réponse. Nous demandons un plan d'action pluriannuel de lutte contre le chômage des personnes en situation de handicap, d'accompagnement et de maintien dans l'emploi, un plan
d'envergure. Alors oui, Madame la Ministre, nos attentes sont fortes à la hauteur des besoins. Vous êtes directement rattaché au Premier ministre, une revendication de longue date de l'APF. Nous considérons que c'est le premier pas pour garantir une approche transversale du handicap au plus haut niveau de l'État. Les pas suivants, soyez-en sûrs, nous sommes prêts à les faire ensemble. Organisons des États généraux du handicap, ainsi qu'une conférence nationale du handicap d'ici la fin de l'année. D'abord pour dresser un état des lieux, mesurer l'état d'avancement des dossiers, des progrès qui ont été réalisés mais qui restent malheureusement à réaliser, et proposer des mesures co-construites. Arrêtons ensemble le cap du quinquennat en matière de handicap. Nous aussi, merci. Nous sommes aussi prêts à relever le défi d'une société accessible, fraternelle et solidaire, qui facilite la vie au quotidien au lieu de segmenter et qui rend possible au lieu de contraindre, comme vous l'avez énoncé dans votre communication au Conseil des ministres. Toutefois, et j'en termine, face à tous ces sujets majeurs que je viens d'évoquer, c'est à l'aune des réponses concrètes qui seront proposées par les responsables politiques et dès les premiers mois de ce quinquennat que nous évaluerons si la politique du handicap est en marche. Nous vous prendrons au mot. C'est un peu facile. Nous vous prendrons au mot quand vous dites devoir entrer dans une culture de l'efficacité et du résultat. Madame la ministre, vous l'aurez compris, nous comptons sur vous, sur votre équipe, sur l'ensemble du gouvernement, sur le président et sur toi, Étienne, pour qu'enfin une nouvelle étape significative soit franchie après tant d'années d'attente. Je vous remercie. Madame la secrétaire d'État n'est pas présente, mais elle a laissé quand même un message à votre attention. Monsieur le Préfet, Monsieur le Président de l'APF, cher Alain Rochon, Mesdames et Messieurs les élus, chers amis, le rattachement du secrétariat d'État aux personnes handicapées auprès du Premier ministre démontre la volonté du gouvernement de faire du handicap une priorité de ce quinquennat. Il est de notre devoir de changer le regard de la société sur le handicap, sur la personne handicapée, un défi à relever ensemble pour une société accessible, solidaire et inclusive. Une société qui facilite et ouvre le champ des possibles pour tous, en partant des besoins de chacun. En tant que personne de la société civile provenant du monde associatif et mère d'une jeune adulte, Julia, avec une trisomie 21, j'ai bien conscience de vos attentes, de votre quotidien qui doit être simplifié. C'est fort de nos expériences et de nos vécus qu'on doit mener ce combat. À mon grand regret, j'ai dû renoncer à me rendre à Colmar aujourd'hui pour être avec vous et vous exprimer mon vif intérêt. Mais je me dois d'être présente auprès du président de la République qui se mobilise beaucoup pour les Jeux Olympiques. À l'heure où vous vous réunissez, je dois l'accompagner sur un déplacement sur ce sujet. Le congrès de l'APF est extrêmement important pour moi et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé à Étienne Petit-Mangin, secrétaire général du CIH, de me représenter et de prononcer le discours que j'ai préparé à votre attention. Je vous souhaite une belle assemblée générale et je ne manquerai pas de prendre connaissance de tous vos échanges. À très bientôt. Croyez sincèrement à mon engagement à vos côtés. Monsieur Étienne Petit-Mangin. Monsieur le Président, cher Alain, Monsieur le député président du conseil départemental, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les élus, chers amis, permettez-moi, avant de prononcer le discours de Sophie Cluzel, de vous dire à titre personnel
combien je suis heureux d'être là ce matin avec vous. Heureux parce que, Alain Rochon l'a rappelé, je viens comme voisin. Je travaille la semaine à Paris, mais je retourne avec beaucoup de plaisir le week-end dans un petit village qui s'appelle Chèvremont, tout à fait au nord de la Franche-Comté et très près de l'Alsace. Je ne suis pas venu en vélo ce matin, mais j'ai traversé la campagne et c'était très agréable. Mais plaisir aussi parce que je suis heureux de retrouver ici à Colmar nombre de personnes avec qui je travaille, on peut le dire, au quotidien, et en particulier Alain Rochon, vice-président du Conseil national consultatif des personnes handicapées. Alors je le dis très simplement, combien l'APF, son exigence, ses valeurs, mais aussi ça ou ses technicités sont importants pour la politique publique du handicap, et je le dis avec force, très personnellement, parce que je le vis au quotidien. Maintenant, je me dois bien sûr de représenter la ministre Sophie Cluzel, et je vous propose de considérer ou d'entendre derrière ma modeste voix la sienne. L'APF est majeure dans le paysage du handicap en France aujourd'hui. À travers son histoire, depuis sa création en 1933 par André Troynoy, jusqu'à ce jour, elle a su devenir un acteur incontournable autour d'une noble cause, celle de l'égalité des droits et de l'accès à la citoyenneté. Reconnue d'utilité publique, l'APF représente 93 000 acteurs, mobilisés dans plus de 500 structures autour des projets et actions de l'APF, 22 330 adhérents, 30 000 usagers, 13 787 salariés, 25 000 bénévoles, 261 structures à travers le territoire. Vous œuvrez au quotidien au nom de l'égalité des droits, pour la citoyenneté et le libre choix du mode de vie en faveur d'une inclusion dans tous les domaines de la vie. Soyez assurés que je vous rejoins pleinement dans ces objectifs. Pour cela, je constate avec gravité le résultat de l'enquête IFOP que vous avez menée sur la confiance qu'accordent les personnes en situation de handicap à la classe politique. Cette défiance ne doit pas braquer les acteurs publics. Elle est un signal d'alarme, un appel, afin que la chose publique revienne à la personne en situation de handicap, qu'elle s'en saisisse avec détermination. Et je vous affirme que cette détermination est forte. Vous avez pu le constater dès le début de cette mandature, la détermination du président de la République, celle du Premier ministre et la mienne, bien entendu. Mais, et votre président vient de le rappeler, la confiance ne reviendra qu'avec des mesures concrètes. À ce titre, j'ai bien noté 5 mesures phares de l'APF: créer un fonds public d'investissement pour l'accessibilité, permettre une éducation inclusive adaptée aux besoins spécifiques de chaque enfant, lancer un plan d'action pluriannuel de lutte contre le chômage, créer le revenu individuel d'existence pour les personnes en situation de handicap ne pouvant pas travailler, et mettre en place le risque d'autonomie afin de financer l'intégralité des dépenses liées aux aides à l'autonomie. Le handicap est une priorité du quinquennat. En premier lieu, je veux vous dire l'importance que j'accorde à changer le regard sur le handicap et sur les personnes avec handicap. La stratégie du gouvernement est très ambitieuse, comme en témoigne la communication que j'ai prononcée,
dans un des tout premiers conseils des ministres du nouveau gouvernement le 7 juin et que votre président vient de rappeler. Nous voulons changer le regard de la société sur le handicap, vaincre les appréhensions et lever les obstacles. Le regard sur la personne handicapée, d'abord, et il est majeur, car la personne handicapée ne peut pas être réduite à des déficiences à compenser. Comme tout un chacun, la personne handicapée a des ressources, des habiletés, souvent une extraordinaire énergie qu'il nous faut mettre en valeur. Oui, et je souhaite l'exprimer très simplement, la personne en situation de handicap est une ressource pour la société. Les médias sont un facteur puissant pour changer ce regard. J'espère à cet égard que les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques de 2024, que la ministre est en train de préparer aujourd'hui même, seront l'occasion de valoriser les compétences de nos athlètes paralympiques et amplifier la couverture de l'écho médiatique des Jeux de Rio. La visibilité des personnes handicapées dans le cinéma est aussi un facteur d'espoir, comme l'ouverture du Festival international du film sur le handicap m'a récemment permis de le rappeler. La journée du 29 juin, jeudi prochain, à France Télévisions, sur le thème « Handicap et médias », sera aussi un beau levier de changement. Je connais l'attachement de votre président, cher Alain Rochon, à France Télévisions. Cette journée organisée par le CNCPH sera l'occasion de décliner très concrètement des actions avec les journalistes pour changer le regard, bien sûr des journalistes, mais aussi de l'ensemble de la société. Je souhaite vous exprimer aussi ce matin l'intérêt d'une approche internationale sur les questions de handicap. Le croisement de notre regard avec celui d'autres pays est important pour progresser. Le cadre international doit nous le permettre. Un premier rapport d'application de la Convention internationale du droit des personnes handicapées a été remis par le gouvernement français en avril 2016. La France devrait être auditionnée en 2018 ou plus tard en 2019. J'attacherai un soin particulier à préparer cette audition internationale avec vous, car l'approche du handicap portée par d'autres pays peut nous éclairer, mais aussi parce que je sais que la politique du handicap en France, si elle n'est pas forcément exemplaire, est regardée avec attention par beaucoup. Nous nous devons d'être à la hauteur pour faire valoir le nouvel élan que le gouvernement entend porter à une politique construite sur l'autonomie et le droit des personnes. Penser global et co-construire avec les personnes. L'ensemble de nos actions viseront à relever le défi d'une société accessible, fraternelle et solidaire, grâce à une politique globale qui facilite au lieu de segmenter, qui rend possible au lieu de contraindre. C'est cet objectif qui a guidé la décision de placer le secrétariat d'État aux personnes handicapées directement auprès du Premier ministre. Attendue de longue date, cette décision est le gage de la priorité que le gouvernement entend donner à la prise en compte effective des besoins des personnes, quel que soit leur handicap, quel que soit leur âge, dans l'ensemble des réformes que le gouvernement va mener. Globalement, le cadre législatif et réglementaire français est posé, mais il est d'une redoutable complexité et génère beaucoup de blocages et des fonctionnements en silo qui contraignent la fluidité des parcours. Je pense en particulier à l'arrivée à l'âge adulte ou au vieillissement. L'action du gouvernement, la mienne particulièrement, aura une boussole. Partir des besoins individuels des personnes en situation de handicap pour bâtir des solutions collectives et non l'inverse.
en décloisonnant et en simplifiant. Cela suppose de travailler en concertation avec l'ensemble des acteurs. Les collectivités territoriales, au premier rang desquelles les départements. Départements avec lesquels je souhaite construire une étroite relation de confiance. La ministre a rencontré mardi dernier le bureau de l'Assemblée des départements de France et j'y participais, nous nous sommes vraiment mis d'accord sur la nécessité de gagner cette confiance et nous nous sommes mis en chemin pour cela. Le gouvernement s'engage à soutenir la reconnaissance du pouvoir d'agir et de l'expertise des personnes en situation de handicap et de leurs proches. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur et je compte sur vous, APF, pour m'aider à l'intensifier. Vous êtes un acteur majeur de la co-construction. Et les chantiers d'action sont nombreux. En premier lieu, l'amélioration des ressources, et je sais combien vous y êtes sensible. Le président de la République a souhaité que l'on aille très vite sur la revalorisation de l'allocation adulte handicapé et que nous ne soyons pas dans un étalement dans le temps à l'échelle du quinquennat. Il sait le poids budgétaire de cette mesure. Il a eu l'occasion de rappeler que c'est prioritaire et qu'il n'est pas acceptable aujourd'hui qu'en France, il y ait des gens placés sous le seuil de pauvreté du fait de situations qui leur sont imposées. Il a ainsi donné consigne au ministre en charge des comptes publics, sous l'autorité du Premier ministre, de faire en sorte que nous puissions avoir une traduction concrète, massive, de cet engagement, pris par le candidat devenu président de la République dès le projet de loi de finances 2018. Le travail de préparation du projet de loi de finances va donc être soutenu. Il me semble important de partager avec vous deux objectifs qui seront également les miens pour mettre en œuvre cette mesure de justice. D'abord, celui de contribuer à la simplicité et à la lisibilité de notre système pour les personnes concernées, pour éviter que des situations identiques reçoivent des réponses différentes sur différents territoires. C'est incompréhensible et insupportable pour les personnes, comme en atteste le nombre des courriers que je reçois en masse au secrétariat d'État. Ensuite, de porter une attention particulière à la manière dont ce revenu de remplacement s'articule avec les revenus d'activité, car il ne s'agirait pas de créer avec cette mesure une trappe à inactivité et exclusion, alors même que nous souhaitons construire une société inclusive qui fasse pleinement sa place à l'ensemble de ses membres. Cette société inclusive, c'est ma conviction, elle doit se construire dans des lieux majeurs, à l'école et dans l'entreprise. Ce seront deux chantiers essentiels pour moi. Sur la scolarisation, je veux indiquer que le gouvernement met tout en œuvre pour apporter des solutions garantissant une rentrée scolaire 2017, septembre prochain, fluide pour les enfants concernés. À cette fin, j'ai mis en place un comité de pilotage hebdomadaire avec l'Éducation nationale pour recenser les situations difficiles et anticiper les solutions d'accompagnement. Mais dès la rentrée passée, un chantier de rénovation de l'accompagnement sera lancé pour apporter des réponses aux ruptures de parcours scolaires. Tous les enfants qui en ont besoin devront avoir accès à l'accompagnement adapté leur permettant une scolarité et un accès aux activités péri- et extrascolaires, un accès à la vie sociale, comme tout le monde. Sur l'emploi, ma conviction est qu'il est indispensable de mobiliser d'abord tous les leviers de droit commun pour faire progresser le taux d'emploi qui reste encore beaucoup trop faible malgré les nombreux outils développés de manière spécifique. L'apprentissage en premier lieu, sur lequel un chantier important doit être conduit par le gouvernement. L'effort massif
qui sera fait en faveur de l'apprentissage devra bénéficier pleinement aux jeunes en situation de handicap. C'est une des idées et c'est une des clés pour favoriser l'accès à l'emploi des personnes handicapées, alors que leur taux de chômage reste supérieur au double, reste double de la population active. De même, le plan d'investissement national qui va être lancé en termes de formation devra bénéficier pleinement aux jeunes et aux demandeurs d'emploi en situation de handicap que pénalise un plus bas niveau de qualification. Cet effort devra être couplé avec une mobilisation accrue des acteurs des services publics de l'emploi ainsi que des employeurs. La simplification des démarches qu'ils attendent, alliée à la rénovation du dispositif de contribution à l'emploi des personnes handicapées, ainsi qu'au déploiement effectif des services d'emploi accompagnés, devront trouver leur contrepartie réelle dans une augmentation effective des embauches. Nous devons accélérer l'effectivité des services de l'emploi accompagné, faire de la pédagogie sur ce concept encore très nouveau pour les entreprises, en s'appuyant sur les acteurs qui opèrent déjà depuis longtemps, pour certains, et c'est le cas de l'APF, dans ce sens. Il est ainsi essentiel que l'embauche de personnes en situation de handicap ne soit plus perçue comme une contrainte pesant sur l'entreprise, mais comme une opportunité de mobilisation et de dynamisation dans la relation et l'efficacité du travail. Nous devrons ainsi trouver des incitations positives puissantes favorisant l'emploi effectif des personnes en situation de handicap, mais aussi au sein de l'ensemble des administrations pour faire vivre la société du travail pour tous, voulue par le président de la République. Une société inclusive, c'est évidemment bien sûr aussi une société accessible. En ce domaine encore, vous le savez, beaucoup reste à faire. Il s'agira d'avancer de manière méthodique pour que la vie quotidienne de chacun puisse trouver des améliorations. Par exemple, en matière de transport, 100% des trajets accessibles doivent pouvoir être identifiés et cartographiés pour renforcer la mobilité. Les logements adaptés doivent être systématiquement identifiés et l'accessibilité précisée pour faciliter les recherches. Les bailleurs sociaux devront identifier les logements adaptés et rendre cette liste transparente pour favoriser le logement des demandeurs en situation de handicap. Nous développerons les habitats inclusifs en levant les obstacles administratifs à partir des satisfactions des personnes pour leur permettre d'évaluer la pertinence des dispositifs en termes de services rendus, nous permettant ainsi d'essaimer en toute connaissance. Le numérique peut être une aide précieuse pour progresser sur tous les sujets du quotidien. Le gouvernement s'engage pour l'accessibilité des services publics numériques pour tous. Nous soutiendrons également l'innovation technologique, interface adaptée, conversion de contenu, réalité augmentée, etc., en s'appuyant sur les acteurs de la recherche et de l'économie numérique, mais aussi les initiatives des associations et des citoyens sur tout le territoire. Mais parce qu'une partie des réponses de droit commun ne permet pas de répondre effectivement à l'ensemble des besoins des personnes, il est nécessaire de travailler également à l'amélioration de réponses spécifiques. De nombreux chantiers ont été engagés sur la période récente. Je souhaite les poursuivre et les amplifier pour gagner en efficacité et en fluidité. En matière d'accès aux droits, nous allons accélérer le mouvement initié par la démarche « Une réponse accompagnée pour tous ». Elle mobilise pleinement, sous l'égide du CIH, elle mobilise les MDPH, dont les organisations et les processus doivent évoluer. J'ai rencontré leurs directrices et directeurs il y a 10 jours, qui étaient rassemblés à la CNSA pour partager cette ambition. Nous avons évoqué
le grave problème des délais de réponse qui doivent être impérativement adaptés aux besoins des personnes. Ils ne pourront progresser que si les MDPH disposent enfin d'un système d'information à la hauteur des enjeux. C'est pourquoi je souhaite accélérer le déploiement du système d'information commun dont l'absence est préjudiciable à tous. J'ai toute confiance dans les capacités de la CNSA à porter ce chantier, comme elle l'a déjà démontré en pilotant d'autres outils impactants, comme celui de la tarification des établissements ou le partage d'informations sur les personnes âgées. La démarche Une réponse accompagnée pour tous concerne aussi les ARS dans leur capacité à faire évoluer l'offre de services sur les territoires pour mieux répondre aux besoins et accompagner ceux qui le peuvent et le souhaitent dans des parcours de droit commun. J'ai également rencontré les directeurs généraux d'ARS dès la semaine dernière pour les mobiliser. Cette évolution de l'offre doit aussi être soutenue par la réforme de la tarification des services et des établissements. Cette tarification doit être plus souple, plus globale et reposer sur davantage de confiance, confiance qui n'exclut pas le contrôle, bien sûr, contrôle a posteriori, et c'est tout l'enjeu de la démarche Séraphin PH à laquelle je suis très attaché. L'ensemble de ces démarches doivent permettre de mieux répondre aux personnes et d'aider leurs familles. Parce que je connais leur détresse et les risques très importants d'usure sociale, je serai particulièrement attentive à l'amélioration de la qualité de vie des aidants familiaux et aux conditions d'articulation de leur vie professionnelle et de leur vie familiale. Le gouvernement ambitionne d'ouvrir de nouveaux droits aux aidants familiaux. Et pour que tous, personnes et familles, puissent bénéficier au plus tôt de l'aide et de l'accompagnement adaptés, je mettrai enfin l'accent sur l'action précoce. Il est indispensable de pouvoir amplifier les campagnes comme Agir tôt pour pouvoir diagnostiquer et prendre en charge rapidement et de manière la plus adaptée. Le 4e plan autisme, démarche inclusive, accompagnement des personnes, co-construction, un chantier, s'il en est, qui doit traduire l'ensemble de nos ambitions, celui de la préparation du 4e plan autisme. Elle sera lancée, et je vous l'annonce officiellement, le 6 juillet prochain après-midi par le président de la République à l'Élysée. Sur l'autisme, malgré 3 plans qui se sont succédés, la France continue d'avoir un retard important qu'il convient de rattraper pour les enfants, mais aussi pour les adultes avec autisme. Sur la base de l'évaluation du 3e plan que l'IGAS vient de réaliser, nous allons mettre en œuvre pendant 6 mois une large consultation avec les personnes concernées, avec leurs familles, mais aussi avec l'ensemble des professionnels qui respectent les recommandations de bonnes pratiques en la matière. Nous allons construire des actions ambitieuses pour mieux repérer, mieux dépister, mieux diagnostiquer, mieux accompagner les personnes avec autisme. Il nous faut aussi, et c'est majeur, renforcer la recherche et la formation de tous les professionnels qui sont concernés. Je peux vous dire l'ambition tant du président de la République que du Premier ministre en la matière. Chers amis, vous le voyez, les chantiers sont nombreux et l'ambition est forte. La politique du handicap du gouvernement repose sur une responsabilité collective qui nous engage tous. Nous devons entrer dans une culture de l'efficacité et du résultat en termes de services rendus à la personne. Je compte sur l'appui, la détermination et le professionnalisme de l'APF à mes côtés pour m'aider à les mener à bien. Parce qu'une société
qui prend en compte les besoins des plus vulnérables se grandit. Je vous souhaite une excellente Assemblée générale et je vous remercie.